Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un entretien spécial que j'ai avec un homme que beaucoup connaissent, ont entendu parler, sauf qu'on l'a vu très peu depuis quelques années. Il est pourtant là, à nos côtés, ici à Paris. C'est Monsieur Théo Blaise Kounkou. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Théo Blaise Kounkou, on vous appelle TBK comme initial. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui avec les rythmes que nous avions, des rythmes nouveaux, n'arrivent pas en fait à mettre quelque chose derrière Théo Blaise Kounkou. Qui est-il en fait, Théo Blaise Kounkou? Je suis tout simplement chanteur, auteur-compositeur. J'ai fait une formation pour être directeur artistique. J'ai fait aussi la pédagogie musicale, ce qui me permet de faire certaines choses. Mais bon, c'est vrai que cette génération, si elle se cultive, elle devrait connaître ce que nous sommes. Ceux qui pensent qu'ils se suffisent aujourd'hui, qui font des choses qui sont parfois bien, libre à eux. Ce que vous êtes, vous, qui exactement? Ce que je suis en Non, tant que quand vous dites ce artiste. que nous sommes, peut-être, est-ce que c'est le nous oui. de Majesté, ou bien vous englobez aussi Oui, mais, certains de votre génération? Vous savez, quand je dis nous, moi j'ai toujours dit que personne ne peut dire qu'il peut représenter la culture, aucune personne ne peut représenter la culture à elle tout seule. Donc quand je dis nous, c'est tous ceux qui ont œuvré pour la culture, pour la musique et pour ce que ça a donné par rapport au terroir, par rapport à la racine de la rumba congolaise. Donc quand je parle de moi, j'aimerais bien aussi, c'est une façon aussi de rendre hommage à ceux qui ont œuvré avant nous et ceux qui ont œuvré à notre époque et ceux qui continuent aujourd'hui. Cette œuvre s'est réalisée des rives des deux fleuves, du coup. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, c'est vrai que je suis congolais de Brazzaville, mais je suis un enfant des deux rives parce que j'ai eu la chance de bénéficier de ces deux cultures. Et vous ne pouvez pas imaginer la richesse que ça représente pour moi. Cette richesse, très grande richesse. Voilà, est-ce que vous constatez qu'elle toujours partagée en fait, cette richesse aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dissocier la rumba, parce que l'histoire de la rumba s'écrit sur les deux rives, depuis le départ et jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y en a qui le présentent d'une manière peut-être différente, c'est leur façon de voir. Mais si nous avions des gens qui auraient pu faire des recherches, écrire sur la rumba, comme l'a fait Sylvain Bemba par exemple, mais on ne peut pas dissocier les deux rives de l'histoire de la rumba. On n'écrit peut-être pas la rumba et pourtant on la danse? Oui, la danse, mais au niveau de la danse. Oui. Mais elle existe aussi au niveau de l'écriture. Alors comment se fait-il qu'on n'ait pas écrit alors que cette œuvre aujourd'hui est partagée quand même par, je dirais, si vous prenez les deux populations entre les deux rives, c'est près de 60 millions d'hommes? Oui, quand on parle de l'historique, ça c'est, nous avons deux facettes. L'historique, c'est déjà au niveau de l'histoire qu'on peut écrire de la rumba. Mais l'histoire, c'est également au niveau des œuvres, donc de l'exécution de la rumba telle qu'elle a été exprimée et aussi de la danse. Oui. La rumba se chante, nous sommes des traditions typiquement orales. Est-il nécessaire de l'écrire aujourd'hui? Bien sûr. Sinon, comment voulez-vous que vous auriez pu pérenniser l'histoire de la rumba si on ne l'écrit pas? Il faut savoir aussi que la rumba écrite permettra aussi aux générations, ceux qui veulent faire des recherches. Quand je prends mon exemple, c'est vrai, j'ai fait une chanson comme Mwana Djambala, mais j'ai trouvé un garçon, parce qu'il y a certains codes dedans. Si quelqu'un avait écrit sur ces codes-là, peut-être que ce jeune-là ne m'aurait pas posé des questions. Il aurait trouvé les réponses en faisant des recherches. Il a présenté un doctorat et son sujet, c'était l'histoire des plateaux depuis le roi Makoko, la reine Galiforo et tout ce qui s'ensuit. Et la chanson Mwana Djambala a été un apport, parce que dans cette chanson, il y a une portée historique, géographique et culturelle. Donc, comme il n'avait pas cette approche, on s'est rencontrés un jour par hasard et puis je lui ai donné les clés qu'il fallait et il m'en a remercié infiniment. Alors, des clés, vous remerciez Théo Blaise Kounkou, c'est que au moment où vous écrivez cette chanson, vous n'avez pas mis les Pierre Djambala? Non.
Mais est-ce qu'on a besoin d'être quelque part pour voir ce qu'est la Chine Comment on s'y ou plonge? les États-Unis? Alors aujourd'hui, on peut le dire, puisque nous avons autant d'éléments avec les réseaux sociaux qui vous apportent la Chine à votre porte. Mais oui, mais à l'époque, c'est la recherche en fait, c'est la magie aussi de l'écriture. Moi, c'est aussi le génie de l'artiste. Oui, le génie et la magie de l'écriture. Parce que c'est vrai que le génie engendre l'écriture. Mais à l'époque, je me trouvais à l'étranger, je suis parti, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu écrire une chanson qui serait complètement congolaise, c'est-à-dire par son historique. J'ai commencé à balbutier un peu, j'ai commencé à écrire, et l'idée m'est venue de chanter Ma belle Ngantsui de Nyambala. Et j'ai été confronté à beaucoup de problèmes. Déjà, est-ce que ce que je devais écrire était juste? Est-ce que la portée serait comprise de tout le monde? Et quel rythme il fallait mettre dessus? J'ai eu mal à la tête. Alors du coup, j'ai commencé à écrire. J'ai dit, bon, j'écris d'abord le texte. J'ai écrit le texte et il me fallait des éléments. Et les éléments, moi je suis en Côte d'Ivoire, c'est loin du Congo. Je n'ai personne pour pouvoir m'expliquer ce qui me manquait dans ma quête. Et finalement, je suis allé dans une bibliothèque qui était tout simplement la bibliothèque d'Air Afrique. Et là, vous avez trouvé un trésor. Et là, j'ai trouvé un trésor. Et là, j'ai fait des recherches. C'est vrai qu'il y avait des choses que je savais, que je connaissais, mais il fallait faire des recherches ou s'approcher des gens pour mesurer la justesse de ce que j'écrivais. Oui. Et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc, au niveau de l'écriture, c'était bien. Alors, est-ce que finalement c'est une œuvre historique? Parce qu'on est souvent habitué à avoir des artistes qui ont une inspiration, qui arrivent à produire une œuvre, sans pour autant qu'ils aillent, je dirais, bouquiner pour que cette œuvre soit parfaite. Oh, mais ça c'était une réaction du vieux étudiant que j'étais. Hein. Donc c'est un cheminement que j'ai choisi personnellement par rapport à ce que je voulais faire. Oui. Et quand j'ai eu tout cela, maintenant il fallait trouver un rythme. Alors ça c'était un problème parce que bon, j'étais à l'étranger, qu'est-ce qu'il fallait mettre, comment il fallait, quel rythme il fallait. Bon, je me suis cassé la tête et je suis parti par l'idée du patengue, le patengue. Le patengue, ce petit tam-tam qui est tout à fait congolais. Bon, j'en ai trouvé également en Afrique, qui est tout plat dans un cadre, on tend la peau et la hauteur des notes est donnée par le talon du pied. Donc quand on le monte, il devient plus aigu, quand on le descend, il devient plus grave. Et les deux mains travaillent pour exprimer les plaques et les sons plus sonorisés. Alors je suis parti de là et quand j'ai eu ce rythme du tam-tam, ça m'a permis de mettre un rythme avec la guitare. Et comment les autres l'accueillent, notamment les gens que vous entourez, pour en fait, finaliser cette œuvre? Non, ils n'ont rien compris. La preuve, quand je faisais toutes ces recherches-là, personne n'a rien compris. Je suis venu à Paris, j'ai fait écouter à certains artistes, ils n'ont pas compris la portée. Mais il y a quelque chose au fond de moi, une petite voix qui me disait non, c'est bon. Et finalement, c'est quand l'œuvre a été achevée que les gens ont compris la portée. Mais en cela, je n'avais pas mesuré. Et ce serait une œuvre éternelle finalement, puisqu'aujourd'hui oui, encore... Oui, peut-être, ça c'est après. Mais je n'avais pas mesuré l'accueil que le Congo, par exemple, ou certains pays africains qui ont compris, surtout au niveau rythmique, l'accueil qui était réservé à cette œuvre. Oui. Alors, est-ce que finalement le rythme n'a pas supplanté le contenu que vous avez donné, en fait, à aller chercher toutes ces informations, notamment l'accueil par rapport à d'autres pays d'Afrique? C'est vrai que le rythme, ça apportait quelque chose, mais la portée de l'écriture a été très forte. Et avec la voix, la couleur que j'ai mise dessus, aujourd'hui, je vois même des enfants, aujourd'hui, je ne sais pas moi, 4e, 5e génération, qui fredonnent parfois mon Et qui continuent à onduler, parce qu'il y a toujours un rythme plus ou moins ondulé, comme ça. Oui, mais ça, c'est le rythme téké, hein. Vous connaissez un peu déjà ces rythmes-là? Oui, bien sûr, qui se cale bien qui s'est bien calé à la chanson. Et bon, ça a créé la magie
de la chose. Et aujourd'hui, la magie de la chose, on vous a vu l'interpréter à Djambala dans une occasion particulière et nous étions là à vos côtés. Qu'est-ce que vous a fait déjà de mettre les pieds, je pense, après autant d'années à Djambala et interpréter devant ce public, en fait, pour lequel vous avez chanté et qui a toujours fredonné cette chanson, mais sans vous? Mais les gens ne pouvaient pas mesurer l'émotion que j'avais de mettre pied à Djambala. Vous avez très contenu quand même, hein, cette émotion, vous l'avez bien contenue jusqu'à la fin. En fait. Ça, c'est la maîtrise de l'homme. Ça, c'est la maîtrise de l'homme. J'aurais pu couler des larmes comme ça, mais je pense que mes larmes, je les ai coulées au plus profond de moi. Parce que mettre pied à Djambala, sur ce terroir que j'ai fait connaître avec Petit Kémé, que j'ai fait connaître à travers le monde, parce que j'ai rencontré des Chinois qui écoutaient moi de Djambala et disent mais Djambala c'est quoi? Je leur ai expliqué ce que c'était Djambala et tout, et voilà, donc c'est une chanson qui a traversé les frontières quand même. Alors, une chanson qui a traversé les frontières, quand vous arrivez à Djambala, Théo Blaise Coucou, dans quel état d'esprit? Est-ce que vous l'imaginiez comme ça en fait? Non, je ne l'imaginais pas comme ça. Moi, j'imaginais faire un grand concert pour les populations de Djambala. Oui. C'est ce que je voulais faire. Et je me suis préparé pendant des années. Malheureusement, les aléas de la vie, les occupations ne m'ont pas permis de le faire. Et voilà, tac. La municipalisation arrive. Je suis invité à Brazza. Je rencontre le ministre Ntiba qui me dit non, vous ne pouvez pas manquer à Djambala. Et il y a eu également l'appui d'une association qui est basée à Paris, qui est dirigée par M. Alain Okani, qui, lui, m'a motivé en fait. Il a été le vecteur de cette chose-là. Et c'est également l'appui de l'association de Zwana qui Est-ce que vous appréhendez un peu cette rencontre avec, peut-être que vous rencontrerez cette femme que vous avez chantée à Djambala? Est-ce que vous disiez qu'en foulant la terre de Djambala, vous allez peut-être la croiser dans un coin, quelque part, vous interpeller en disant tiens, je suis là? Ah ça, je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Moi, ma préoccupation, c'était déjà c'était une découverte pour moi. C'était une découverte pour moi de fouler cette terre et avec la métamorphose qu'il y a eu. Et grâce à l'administration accélérée, tout ce qu'il y a. Bon, j'aurais quand même voulu connaître Djambala sans tout ça. Oui. Ça aurait été bien pour moi. Donc c'est vrai. La ville s'est développée, elle s'est métamorphosée, c'est bien, mais j'aurais voulu bien connaître Djambala en dehors de tout. Alors, souvent, avec cette chanson, Mwana Moteke, Mwana Djambala, on a quasiment identifié tous les Teke que la Djambala, en fait. Oui, mais bon, c'est devenu un tremplin culturel de fierté et puis de prise de conscience pour certains. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai dansé Mwana Djambala, la première fois que j'ai dansé Mwana Djambala, je me suis senti profondément Teke. C'est fort ça. Oui. Donc, il y a des choses. Et c'est ça aussi le travail de l'artiste, hein, remettre en place une identité parfois refoulée, oui, et qui revient comme ça par le biais d'une œuvre. Parce que bon, dans l'historique, le Teke, d'après ce que j'en sais, c'est un homme sans problème qui parfois fuyait les autres quand on apprenait l'approche. Donc c'est ça. Et parfois, les gens étaient réservés, mais là, bon, ça fait un boom dans l'esprit des gens, et ils se sont sentis profondément Teke, et puis c'est une grande fierté pour moi, et j'en suis heureux jusqu'à ce jour. Voilà, aujourd'hui, tout le monde chante Mwana Djambala, et on vous reconnaît par rapport à ça, et parfois certains vous appellent Mwana Djambala. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a des gens qui ne m'appellent que Mwana Djambala. C'est bien, ça me fait plaisir. Voilà, il y a aussi des hommes que vous avez connus, qui ont été à vos côtés, que vous avez peut-être pu admirer, qui ont aussi été au cœur de la rumba, comme Essou, comme Calais. Comment est-ce que vous appréhendez, en fait, à cette époque, ces hommes-là, qui, eux, ont marqué les premiers pas de cette histoire de la rumba? Mais on ne peut que rendre honneur à ces gens qui ont donné. On pourrait les appeler les pionniers de la rumba, si l'on veut. Mais le vieux Essou,
c'était un génie. C'était un génie de telle sorte qu'il faisait des choses que les autres n'arrivaient pas à faire. Et il avait une spontanéité dans son écriture, dans ce qu'il faisait, même sur scène, qui n'était égal qu'à lui-même. Et c'est pour ça que quand vous voyez qu'on parle de quelqu'un, c'est que artistiquement, il est allé aux Antilles. Il a fait une chanson qu'on appelle Timothée. Mais les Antillais l'ont vénéré comme un dieu. Timothée, Timothée. Mais les gens... Et voilà quelqu'un partout où il est passé, il s'est exprimé. Quand il a commencé dans le Rocamambo avec Rossignol, mais il a fait des merveilles. Il était toujours des choses qu'il a fait comme Sérénade sentimentale. Ayoyo simbanga ngana simbayo. Onoka ebiso nyenyo nakolukela yonganga kisi asalisa bisu libela tiliwa. Ça c'est des choses qui sont restées dans les annales du classique congolais. Moi j'ai dit je suis un enfant il y a des obédiences dans la musique, dans la culture musicale de chacun. Moi je suis un enfant, c'est vrai que il y a les Bantous de la capitale au Congo, donc je suis un enfant de l'école des Bantous de la capitale, mais bien avant, je suis un enfant de l'African Jazz, avec le Grand Calais qui a été pour nous un maître incontesté. Et le Grand Calais nous a appris à apprendre à chanter classique, donc la rumba, mais chanter d'une manière classique. Oui. C'est-à-dire que nous avons bénéficié par ce monsieur à chanter d'une manière juste, la justesse, et à apporter à la rumba une manière de chanter qu'on peut dire roots peut-être, mais on peut y apporter une connotation classique et on peut également y apporter une connotation latine. Parce que lui faisait le mélange de tout cela et ça a été la richesse de ce qu'il nous a apporté. Contrairement à d'autres, quand ils sont arrivés, ils nous ont apporté la mélodie, ils nous ont apporté la force de l'écriture par rapport à la vie de tous les jours. Et ça fait que la rumba a eu plusieurs couleurs, elle s'est éclatée, elle a eu plusieurs facettes que nous avons connues. Alors, de cette époque à aujourd'hui, on a l'impression... Donc, quand je peux citer l'exemple de quelqu'un comme Rochereau qui nous a apporté la mélodie, en y ajoutant une voix qui était assez extraordinaire. Et Franco? Franco, c'était l'homme du peuple. Ça, c'est l'école... Une autre école. Ouais, c'est une autre école qui est partie de Dewayon, puis Franco l'a récupérée. Et là-bas, c'était l'expression populaire. C'était l'expression populaire directement. Donc, on trouve quelqu'un qui est dans un quartier et qui joue aux riches et qui fait du mal aux autres. Ben Franco, demain, va le chanter comme ça se passe au quotidien. Oui. C'était une expression très populaire et très marquante. Donc ça, c'est une autre école. Et puis, par rapport à l'expression musicale, par rapport à la guitare, par rapport à la rythmique, c'était tout à fait différent. Est-ce que l'école de Franco s'est éteinte avec lui, puisqu'aujourd'hui, on est plus ou moins dans une réalité globale que sur des faits particuliers tels qu'il pouvait les chanter pour un directeur qui est démis ou encore pour une femme qui vient de quitter, des choses comme ça? Mais moi, je pense que cette expression est en train de disparaître parce que ceux qui étaient les apôtres de cette expression, aujourd'hui, sont vieillissants. Et je ne suis pas en train de voir la relève. La relève ne se fait vraiment pas comme ça devrait se faire. Et vous le regrettez? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu la scission de Loke Jazz après le décès de Franco. Il y a eu cette expression, ce groupe qui s'est formé, qui s'appelait Banaoke, avec le grand Simaro. Bon, le vieux vieillissant, aujourd'hui ne joue plus. Lui qui pouvait apporter ce qu'il devrait. Et tous les ingrédients sont en train de se désagréger en quelque sorte, ce qui fait que, bon, mais vous savez, l'histoire des générations, il y aura peut-être un qui va se réveiller demain et on va se rendre compte que ça a été repris par un jeune
ou quelqu'un d'autre qui pourrait nous l'apporter. Mais enfin, nous sommes dans l'attente et on aimerait que, moi personnellement, je souhaiterais que ça se fasse parce que on aura perdu un maillon important de l'expression de la rumba congolaise. Alors, perdre un maillot important de l'expression de la rumba congolaise, on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, pour vous, les aînés, cette génération ne trouve pas grâce à vos yeux. En fait, vous avez l'impression qu'elle a quasiment tout dévoyé et que vous êtes toujours en situation de regretter que c'était toujours mieux avant. Non, nous, quand on s'est mis, quand on a fait ce métier, on a suivi les pas de nos anciens, de nos grands frères, et puis on a essayé de se donner au maximum possible. Mais ce qu'il y a eu, c'est que, bon, les jeunes ont simplifié un peu les choses. Quand le soukous est arrivé, bon, on a mis la boîte, c'était plutôt la danse, c'était l'expression de la danse presque fantastique. Ça me rappelle les ballets et tout ça là, parce que bon, c'est le coup de rein qui devait être très fort. Oui. Et donc, ils se sont collés sur cela. Mais quand la mode du soukous est partie, ils n'avaient pas mis en place, en fait, il leur manquait les arcanes de ce métier en tant que chanteur ou en tant que je ne sais pas quoi, ce qui a fait que ça les a déstabilisés parce qu'à la base, ils n'ont pas appris le métier comme il fallait. Et quand des nouvelles expressions sont arrivées, bon, ils se sont calés sur ceux qui avaient réussi et ce qui fait que quand on écoutait un, on les avait tous écoutés. Et ça fait beaucoup de mal à la rumba congolaise. Dans le côté mimétisme, en fait, pour vous. Oui, parce que nous avions des particularités. Quand le Grand Calais chantait, on savait que c'était lui, il avait une expression. Franco, quand on écoutait, on sait que c'est le jazz. Bon, je pense que quand on écoute Théo Blaise, on dit « Ah, ça c'est son style ». On écoutait quelqu'un comme Sam Mangwana, on dit « Ah oui, ça c'est lui ». Bon, c'est ce qui a manqué chez les jeunes. Bon, parmi eux, il y en a qui se sont affirmés, qui ont mis leur couleur. Quand on les écoute, on sait que c'est eux. Mais tous ceux qui se sont collés dessus, ça fait du copier-coller. Bon, on s'est mis dans le doute et puis ce qui a fait que, bon, ça a engendré une roulotte qui n'a pas été très positive pour la rumba. Est-ce que ça ne va pas avec son époque finalement? Oui, on ne peut pas arrêter l'époque. Mais est-ce que l'époque doit nous mener à stagner? Donc pour vous, rien n'a été, on n'a pas évolué là? On a évolué, mais il n'y a que certains qui ont évolué. Les autres ont fait du suivisme. Et c'est ça qu'il faudra dénoncer un tout petit peu. Mais il y en a qui ont réussi, ils ont très très bien réussi, ils ont fait des choses et aujourd'hui ils continuent à faire des choses. Mais c'est ce suivisme-là qui n'est pas bien parce que bon, lui il a fait tel rythme, comme ça a marché, moi également je veux faire la même chose, sans entrer en profondeur en soi-même pour essayer de sortir quelque chose soit en dehors de ça. Alors, est-ce que vous arrivez à intégrer aujourd'hui que le génie créateur de deux rives s'exporte? Un pays que vous connaissez bien, c'est la Côte d'Ivoire, qui va inventer un rythme qu'on appelle le coupé-décalé. Or, les pionniers de ces rythmes en Côte d'Ivoire, ce sont des enfants qui sont venus de Brazzaville et de Kinshasa, au gré des événements politiques dans leur pays d'origine, qui vont apporter en fait les mêmes rythmes qu'on avait déjà au bord du fleuve Congo, là-bas, et donner cette nouvelle musique en fait, qu'on a l'impression qui est toujours partie des deux Congos. Mais vous savez, quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, la musique de la Côte d'Ivoire n'était pas connue. Et nous avons créé un mouvement. Parce que quand j'ai retrouvé quelqu'un comme Sam, je lui ai dit, on va faire une analyse. On a analysé on a fait cette analyse qui nous a amené à mettre en place une certaine expression. Mais quand on a mis cette chose-là en place, ça fait un tel boom que les gens l'ont nommé la nouvelle musique ivoirienne, alors que nous n'étions pas ivoiriens. Oui. Donc c'est la même chose qu'on a constaté le coupé décalé. Oui, nous, on était considérés au niveau de l'expression comme des Ivoiriens. Et ça a monté la Côte d'Ivoire au plan international. Ah, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, chemin faisant, certains ont pris conscience de se dire, ces gens qui sont venus de loin, qui ont fait quelque chose qui a marché, nous devons faire un effort. Ça, c'est l'effort de l'artiste quand il veut se surpasser.
Il dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, parce qu'à l'époque, c'était que Ernesto Gigi, il y avait d'autres qui avaient, mais bon, c'était du folklore un tout petit peu, qui ne pouvait pas trop s'exporter. Et je suis allé au Cameroun, j'ai trouvé aussi le bikuti, qui là-bas était très local, c'était que au niveau de machin, ce qu'on connaissait, c'était le rythme qui venait de Douala, le makossa, qui s'est exporté un tout petit peu. Alors, en Côte d'Ivoire, les gens se sont dit, se sont responsabilisés, ils ont fait des recherches et ils ont commencé à travailler d'abord sur le rythme du terroir. Et l'Ivoirien, on a pris conscience, ils ont soutenu cette expression-là. Mais comme nous avons des guitares rythmiques qui faisaient danser, nous avons une sorte de guitare qui est un peu compliquée, qui est un peu, je dirais pas réglée à la hawaïenne, mais qui est réglée, qu'on appelle le mi composé, qui a une sonorité tout à fait différente de la guitare normale. Parce qu'il y a une corde mi qu'on met quelque part pour donner cette sonorité-là. Donc on décompose un tout petit peu la guitare. Et comme c'est très rythmique et très chantant, ils ont récupéré, ils se sont dit, si on gardait ce rythme-là, parce qu'on ne peut pas chanter comme ces gens, on ne peut pas écrire des chansons comme ces gens-là, mais on peut plus ou moins travailler des rythmiques qu'on pourrait mettre en place. Mais comme nous ne pouvons pas non plus mettre des arrangements, ce serait trop compliqué, on va simplifier la chose. On met une rythmique, on met une caisse claire, la même que nous utilisons. On met une caisse claire uniquement pour faire danser. Et on met le chant. Et c'est ce qui a donné le coupé décalé. Le coupé décalé, au départ, c'était cette rythmique-là. Le coupé décalé a été dénommé par rapport à la danse. On coupe, on décale. Mais ça, c'est un phénomène de l'historique des jeunes qui faisaient un peu des choses. Tout à fait. Voilà, ils vont... Et là aussi, on retrouve des Congolais. Hein. Oui, mais déjà pour avoir la clé, parce que la rumba, tant que vous n'avez pas la clé de la rumba, vous ne pouvez pas la jouer. Parce que la découpe de la rumba, elle est très compliquée. Il y a beaucoup de contretemps, il y a parfois quelques contre-rythmes, et ce qui fait que si on ne vous explique pas, vous ne pourrez pas. Or, ces gens-là, ces jeunes, c'est des jeunes qui soit sont nés là-bas, soit sont venus là-bas, donc ils avaient les clés de la découpe rythmique de cette expression-là. Oui. Et quand ils se sont mis, ben, les jeunes se sont dit, nous, on ne va pas faire des chansons chantées comme des dieux, on va tout simplement mettre une rythmique, on va mettre une caisse claire, on va amuser la galerie, la voix. Et puis on met une voix et ça marche. Et ça marchait. Voilà, mais on peut chanter comme un crapaud, mais tant que... Il n'y a pas de problème. Tant que ça fait danser, bon, un crapaud... Enfin, on a quand même l'impression, c'est pas non plus des barytons, hein, quand oui, on les écoute. Chanter donc, le coupé décalé. Voilà, il n'y a pas cette rigueur-là qu'il faut avoir une belle voix, il faut avoir un machin. Non, oui. Quand on peut même... Il y en a qui se sont même amusés à ne pas chanter, à parler. Mais ça marchait. Oui, oui. Ce qui fait que tant que tout le monde se trémousse et récupéré par une certaine jeunesse, c'est parti. Et finalement, ça s'est bien vendu et aujourd'hui, ça a quand même supplanté aussi un peu la rumba congolaise. Voilà, ça a supplanté la rumba congolaise, oui. Parce qu'à ce moment-là, nous qui faisons des choses, moi personnellement, j'ai fait un break pour des raisons X. Je suis allé étudier, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et nous comptions sur la génération qui était derrière nous. Et la génération qui était derrière nous n'a pas fait des choses aussi fortes pour pouvoir surplanter les arrivants. Donc c'est comme ça, c'est un conflit de génération et d'expression qui a fait que, bon, on a été surplanté parce que les gens n'ont pas réagi comme il fallait. Alors, les gens n'ont pas réagi comme il fallait, dites-vous, Théo Blaise Coucou. Vous avez parlé d'école, en fait, par rapport à la rumba. C'est quoi l'école, Théo Blaise Coucou? Non, l'école, c'est comme des obédiences. Quand moi, j'ai commencé à m'intéresser d'une manière tout à fait simple et puis à la musique, c'était l'expression qui me convenait, c'était à partir de l'African Jazz. D'accord. Parce que j'avais aussi les cordes
qui se mariaient avec. Parce que quand j'écoutais le Grand Calais, je pouvais chanter ces chansons-là, parce que c'est des textures, c'est des chansons à texture haute. Il y en a qui chantent avec des textures basses. Par exemple, Rochero, c'est une texture haute, le Grand Calais, c'est une texture haute, comme moi, c'est une texture haute. Dans l'oke jazz, c'est le poumon, donc on vrombit avec la voix. Quand on donne, écoutez les chansons de l'oke jazz, c'est des gens qui ont des belles voix, c'est des bons ténors, mais ils donnent du coffre. Mais nous, on donne la voix, la mélodie à l'angélus. Voilà. Donc c'est la différence qu'il faut faire. Voilà. Cette différence aujourd'hui est-elle encore perceptible? Oui, oui. Quand j'écoute des jeunes, je sais celui-là, on peut le situer de telle obédience. Oui. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas entrer. Nous, par exemple, en revanche, on peut mieux se caler dans l'autre structure que eux se caler à nous. C'est par rapport à la texture. La texture, elle est importante parce que, bon, chacun est né avec les qualités qu'il a. C'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs quelqu'un comme Youlou, qui a une texture haute, et aller chanter dans l'oke jazz, et il a fait des merveilles. Oui. Comme il aurait pu chanter auprès de Calais, ça aurait marché, à cause de sa texture, de sa voix. L'école de Théo Blaise Cocou a vu aussi passer des hommes, hein, les plus Oui, célèbres aujourd'hui. oui, tout à fait. Il y a des gens qui en m'écoutant, bon, ils me le disent, ils me le rendent, et je remercie tous ceux-là qui me rendent cet hommage. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont suivi cet exemple, qui ont fait des choses. Il y en a qui m'ont avoué qu'ils sont arrivés parce qu'ils m'ont écouté. Oui. Et même rythmiquement, hein, quand j'ai retrouvé... j'ai une chanson qui s'appelle Gémilé. Moi, j'avais fait une intro, et j'ai retrouvé cette intro plus ou moins dans l'Empire Bakuba, la même expression. Donc, les guitaristes, eux, ils écoutent parfois plus que les chanteurs. Et il faut se dire une chose aussi, qu'un chanteur n'est pas musicien. Oui. Un chanteur, il est chanteur. Un musicien, c'est celui qui joue d'un instrument. Donc, dans un orchestre, tout le monde pense que tout le monde est artiste, mais tout le monde n'est pas musicien. Donc, cette différence-là, quand je l'explique aux jeunes, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais il faut savoir qu'il y a musiciens, il y a chanteurs, et parmi les musiciens, il y a des musiciens percussionnistes. Tout ça, il faut savoir en faire la différence. On vous connaît aussi très exigeant, hein, Théo Blaise Cocou. C'est la rigueur dans le travail. Si on arrive à faire des bonnes choses, c'est parce qu'il faut y mettre une certaine rigueur. C'est pour ça que quand je fais la direction artistique, parce que j'ai été formé pour, nous sommes arrivés à faire de très très bonnes choses parce qu'on y a mis la rigueur. Et moi je pense que dans le travail, il faut être rigoureux. Parlons de ces très bonnes choses, Théo Blaise Cocou. Aujourd'hui, tous les couples quasiment jurent par vous. Vous avez été parmi les musiciens congolais qui ont chanté intégralement en français. Une chanson, c'est Éden. Vous êtes allé chercher le paradis, vous avez décrit le paradis, et aujourd'hui, pas de mariage congolais sans qu'on puisse chanter Éden, Théo Blaise Cocou. Comment c'est là encore, vous allez ressusciter en fait ce qui est enfoui au fond de nous-mêmes, au fond de notre inconscient, ce qui fait aussi que ça reste éternel par les liens sacrés du mariage. Oui, mais bon, il n'y a pas eu que ça. Avant, il y a eu Ton pied, mon pied, Bella Micha, il y a eu Nadia Soleil, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que lier les écritures saintes, qu'on pourrait appeler les écritures de la Bible, et les caler à une chanson, c'est ce qu'on dit chez nous en Lingala. Est-ce que là aussi on s'inscrit à l'éternité parce que les écritures saintes sont éternelles? Oui, oui, mais c'est pour ça que cette chanson s'éternise. Bon, ça fait des générations. Ça n'a pas pris de ride. Hein. Et je pense que ça ne prend pas de ride. Et à tous les mariages, je ne sais pas combien de personnes j'ai rendu heureux par cette chanson, mais j'imagine des milliers. Mais j'avais eu une idée. L'idée que j'avais eue, c'était écrire une chanson qui concerne l'union de deux personnes. Oui. Écrire une chanson, tout était déjà écrit, puisque ce que vous nous dites, c'est ce qu'est les Saintes Écritures dans le Saint Oui, mais tout part d'une idée. Tout à fait. Tout part d'une idée. J'ai pensé faire une chanson dans ce sens-là, et je me suis dit, mon garçon,
tu vas aborder quelque chose, de quelle manière tu vas l'exprimer? Bon, je me suis dit, je vais attendre. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à racoler les morceaux, mais dans ma tête et dans mon esprit. Et ça, quand je le dis à tout le monde, ils sont surpris. Dans ma tête et de mon esprit, j'ai écrit en fait dans ma tête. Et tous les jours, j'ai ajouté quelque chose, j'ai effacé, mais ça s'est fait mentalement. D'accord. Et quand j'ai senti que c'était bon, je me suis mis à écrire. Et ça a pris 10, 20, 15 minutes, 30 minutes. Alors, quand on a les premières paroles, Dieu créa l'homme. Et Dieu créa l'homme, c'est important. Oui. Et de l'homme est venue la femme. Ouais. Non, de l'homme, et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. C'est-à-dire que si c'était un texte que j'avais écrit, je dirais, c'est-à-dire quand on lit le texte, s'il faut le lire avant de le chanter, et Dieu créa l'homme, virgule, de l'homme venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, en fait. C'était le bonheur, puis vint la trahison. Oui. Bon, on sait ce que c'est, ce que Ève a apporté à Adam, par amour ou en dépit ou par trahison. À cause de ce fait que nous mourons finalement. Voilà, il paraîtrait. mais le revers de la chose, c'est qu'on n'en veut pas aux femmes. C'est qu'on les aime, toujours, on les adore toujours. On les épouse encore, sur ce même rythme. Épouse pour l'éternité. Avec ces mêmes paroles. Voilà. Mais écoutez, nous, on ne va pas s'inscrire dans l'éternité pour l'instant avec vous, puisqu'on arrive quasiment à la fin. Théo Blaise Coucou, quand on voit aujourd'hui ces jeunes qui arrivent, le parcours qui a été le vôtre, vous voyez aussi ce que nous vivons aujourd'hui, comment est-ce que vous vous projetez? Quel avenir pour vous à la rumba ou aura la rumba? Moi, j'ai des projets. Ce que j'avais demandé, c'était mettre en place des structures d'encadrement. C'est pas pour apprendre aux gens ce qu'ils savent déjà ou faire des gens des artistes, parce que c'est une vocation. Mais essayer de voir parmi toutes ces expressions-là, tous ces jeunes qui s'expriment, toutes ces valeurs qui naissent aujourd'hui, comment on peut les aider pour pouvoir en faire quelque chose. Vous savez, quand vous allez dans un quartier, vous voyez les jeunes jouer, vous allez déceler ceux qui ont du talent. Mais ce talent-là, il faut le travailler, parce qu'un talent, une vocation, on l'a, mais le talent, on le travaille. Donc, il faut pouvoir les récupérer pour travailler ce talent-là. Et c'est comme ça qu'on fait des grands joueurs. Et dans la culture, dans la musique, dans l'art, c'est pareil. Vous voyez quelqu'un, moi j'ai toujours dit aux gens, la musique, la chanson, c'est comme la peinture. Il y a des couleurs. Si vous regardez un tableau qui vous parle, c'est comme une chanson qui vous parle. C'est comme une mélodie qui vous parle. Si vous savez, si vous arrivez à ce point-là, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses. Donc ces jeunes-là, il faut les encadrer, pouvoir les amener au plus loin possible pour en faire quelque chose. Et c'est une richesse du terroir, le terroir de la rumba. Parce que quand on parle de la rumba n'appartient pas seulement au Congo. La rumba, c'est une richesse mondiale. Parce que quand les gens ne se rendent pas compte que quand vous écoutez la musique latine, mais c'est de la rumba. La base, la source, c'est la rumba. Elle est partie aux Antilles, elle nous est revenue, ça nous a donné des influences, comme là-bas aussi, ça fait évoluer la rumba d'une autre manière. Donc, c'est le donner et le recevoir. Quand ce peuple s'est échoué à Santiago de Cuba et l'esclavage était aboli, mais ils n'avaient rien. Ils n'avaient que le tam-tam, le mbonda, qu'on peut dire, et ce tam-tam, eux, ils n'avaient rien, contrairement à ceux qui étaient à la Havane, qui avaient connu l'influence des catholiques, qui avaient des guitares et tout consort. Mais ces gens-là, ils ont joué la rumba avec quoi? Avec des bouts de bois, tac, 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 ils ont fait des maracas et tout ça là, et puis rien que ça, ils chantaient. Le tam-tam, le ngoma, qui est devenu le congas,
la tomba, c'est tout ce qu'ils avaient. Parce que après, ça s'est hispanisé. Mais c'était ça, c'était le nkumbu, le ngoma, le congo. C'est ça le son, ce qu'on appelle le son, c'est-à-dire la base de l'expression de la musique cubaine, par exemple. Et c'était de la rumba. Et quand ils sont venus, comme il y avait des influences, mais du côté de Santiago de Cuba, à moins que je me trompe, c'était des Congos. Donc des gens qui venaient du Congo, c'était des Congos. Et après, ils ont été lâchés. Ils se sont retrouvés libres, ne sachant quoi faire. Parce que les autres sont arrivés comme des esclaves. C'est vrai, au départ, ils étaient esclaves, mais arrivés là, ils étaient libérés, c'était des gens libres. Bon, ils se sont exprimés par rapport à ce qu'ils avaient. Ils n'avaient que des bouts de bois, et puis le ntsakala, qu'on appelle sur le maracas. Hein. Donc, ils s'exprimaient que par rapport à ça, et ils chantaient. Et par les influences, ils ont trouvé une manière de danser cette rumba qui était différente que la nôtre. Maintenant, la fusion a fait, quand les instruments sont arrivés avec l'apport des catholiques, qui avaient apporté ce qu'on appelle les instruments, et c'était la guitare, c'était par la guitare acoustique. Pas électroacoustique, acoustique. Et avec ces guitares-là, les gens se sont exprimés, et nous avons connu ces influences-là, et nous aussi, qui jouons avec les patengues et consorts, on a commencé à utiliser les guitares, on a commencé à faire l'étude des accords, et il y a eu ces expressions-là. Écoutez les vieilles chansons rumba, vous allez voir que les guitares étaient mal accordées, les machins, parce que nous n'étions pas aiguisés à cette... nous n'avions pas eu l'oreille de la justesse et tout ce qui pouvait nous permettre de maîtriser ces choses-là. C'est bien après. Et quand ça s'est éclaté plus tard, avec l'apport des firmes américaines, on a eu, dans la rumba, l'apport de la guitare électrique. Et quand la guitare électrique est arrivée, ça c'était une autre expression qui a fait que la rumba continue à évoluer. Et c'est dans les années, je ne m'en souviens pas, c'est beaucoup plus tard que la batterie est arrivée à cause du jazz, à cause des rythmes américains. On a commencé à mettre la batterie dans la rumba. Mais sinon, avant, c'était le patengue. Les gens chantaient avec les maracas, ce qu'on appelle le ntsakala, c'était tout. Et puis, nous avons eu ici l'apport du likembe. Oui. On a vu des vieux comme le vieux Mundanda qui chantaient, mais c'est une expression, l'une des expressions de la rumba qui est la plus roots possible. Et on a vu aussi le ntsambi, ce qu'on appelle le ntsambi, avec un vieux qu'on appelait Malonga Léon, qui jouait ce truc-là avec des mélodies qui étaient très 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 claniques, parce que c'était chanté en lari avec des rythmes plus ou moins accolés à cela, mais c'est aussi une expression roots de notre histoire de la musique. Donc, quand on parle de ces choses-là, peut-être prochainement nous pourrions parler d'autres expressions, oui, qu'aujourd'hui que d'autres cultures ont récupérées, alors que au départ c'était non, comme la danse argentine, la danse argentine, le tango, mais le tango, l'origine du tango, c'est noir. Ouais. Le tango, le temps, mais ça on peut on vous recevra sans doute la prochaine fois pour cela. Oui. Votre actualité est très très discrète. Vous êtes sur Paris, de temps en temps vous vous produisez, mais le grand public en fait n'est pas toujours sensibilisé. Certains qui vous redécouvrent doivent se dire, tiens, vous aviez une actualité qui était prévue pour cette fin d'année, malheureusement c'est reporté. Oui, on ne pourrait pas dire malheureusement, c'est qu'on voulait faire un grand réveillon, c'était réunir un peu toute l'Afrique, tous ceux qui m'ont vu depuis un petit moment, on allait faire une grande fête. Bon, nous reportons tout simplement cet événement pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Les amoureux pourront s'enjailler, comme on dit aujourd'hui. Voilà, les amoureux pourront s'enjailler, comme on dit. Et faire une grande fête. Je donne rendez-vous à tous.
pour la Saint-Valentin. Chacun avec son amoureux ou son amoureuse. Ah oui, obligé, obligé. Quand, si on dit ton pied, mon pied, donc il ne faudrait pas que ça soit un pied, donc il faudrait que tous les pieds Faut soient... pas venir écloper, hein. Ah oui, 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 oui. Il faudrait que tous les pieds soient ensemble pour pouvoir se trémousser en amoureux. On va rentrer en 2018 au Blaise Concours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et vous, déjà, qu'est-ce que vous me souhaitez? Bonne année et surtout, continuez à nous faire rêver. Oui. Mais ce que je me souhaite, c'est que d'apporter un peu plus dans le travail de l'encadrement aux artistes, comme je l'ai toujours fait, et peut-être préparer un opus, parce que je suis attaqué de tous. Il y a longtemps qu'on m'a écouté sur du nouveau, Oui. et mon souhait serait vraiment... bon, il est déjà en préparation, il faudrait souhaiter que ça se réalise et que ça puisse sortir au courant de l'année prochaine. Donc 2018 pourrait être l'année du comeback. Oui, j'aime pas trop ce mot, Enfin, parce que je suis jamais parti, je suis toujours dans la culture, tout à fait. je suis toujours dans la musique, dans la chanson. C'est que, Oui. à la seule différence, c'est qu'au lieu que je sois au devant de la scène, parfois, je suis derrière pour encadrer. Donc, je suis derrière la table de mixage pour encadrer ceux qui s'expriment aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on entend où il y a ma main dedans, mais bon, ça, parfois, on ne peut pas le savoir. Et ça, c'est le propre des grands maîtres, comme on le dit. Hein. Rester Oui. en même temps devant Oui. et derrière, surtout derrière, pour que d'autres puissent Ouais. sortir et que le grand public puisse apprécier. Donc, tous ces derniers temps, je suis beaucoup resté derrière la vitrine, mais au grand bonheur de ceux que j'ai aidé un tout petit peu à évoluer. C'est sur cette table qu'on va se quitter. Merci, Théo Blaise Concours. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu et je vous remercie également pour ce que vous faites pour les artistes en les recevant comme vous l'avez fait pour moi. Et votre mission, je pense, c'est continuer à le faire pour promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si on ne promouvoit pas la culture, la musique congolaise ou la musique africaine, on ne pourra pas aller loin. Donc nous avons besoin de vous, les médias, pour nous soutenir et nous apporter au plus haut possible ce que vous pourriez, pendant que nous, de notre côté, on essaie de travailler pour amener la musique et la rumba au plus haut possible. Mais c'est le travail que nous faisons avec Noko Kumunga Koso qui a assuré la réalisation de cette émission. Bien sûr, toute l'équipe du Zana TV. Merci de nous avoir suivis. Je pense que c'est un document inédit puisque Théo Blaise Concours, c'est vrai qu'on l'a souvent vu debout, mais pas assis en train de nous faire voyager en fait dans cette histoire de la musique, dans son histoire personnelle, surtout dans cette histoire d'un patrimoine commun que nous avons tous. C'est la rumba, vous l'avez bien compris, qu'elle part en fait des rives du fleuve Congo jusqu'en Argentine, dans les Antilles, revenu au Congo, en Côte d'Ivoire, revenu au Congo et aujourd'hui, c'est la rumba qui fait danser quasiment la planète. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris votre pied puisque Théo Blaise Concours vous promet pour 2018, il vous retrouvera et vous le retrouverez pour cette soirée spéciale Saint-Valentin et je pense qu'on passera de très très bons moments. Quant à moi, je vous souhaite encore une très très bonne année et surtout, continuez, n'hésitez pas, abusez de la rumba, je pense que ça fait du bien. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.